Dans ce nouveau chapitre, on va voir ensemble comment configurer notre application avec .NET. On va d'abord parler de la classe Programme, qui est la classe de démarrage de notre application, puis on évoquera l'injection de dépendances, on parlera de stockage de paramètres, et on verra comment gérer ces paramètres en fonction de l'environnement sur lequel on se trouve. La classe Programme, c'est donc la classe de démarrage de notre application. C'est dans celle-ci qu'on va déclarer les services qu'on va utiliser dans l'application, qu'on va déclarer les middleware, et on verra ce que c'est juste après, et qu'on va notamment faire de l'injection de dépendance, on verra aussi ce que c'est après. Ça va se présenter de cette manière-là. Il va y avoir d'abord un var builder égale webapplication.createBuilder qui va prendre éventuellement des arguments. Des arguments, c'est ceux qu'on pourrait envoyer depuis la ligne de commande qui démarre notre application. Ce createBuilder, il va permettre donc de créer un constructeur de services pour notre application. Derrière, on va pouvoir déclarer des services sur notre application avec builder.service, suivi du service qu'on souhaite ajouter. Dans tous les cas, dans une application MVC, la liste des services va se terminer par add controller with view. Donc tous les services qu'on va avoir besoin d'ajouter vont être ajoutés entre ces deux lignes. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va construire donc notre application et on va récupérer une variable app. Dans cette variable app, en fait, on va configurer tout le pipeline HTTP de notre application, tous les middleware, c'est-à-dire chaque élément dans lequel notre requête HTTP va passer pour éventuellement ajouter des choses. Par exemple, le premier d'entre eux, ça va être Use HTTPS Redirection. Ici, simplement, lorsqu'on va essayer de se connecter sur l'application, si jamais on essaye de s'y connecter en HTTP, ce middleware va permettre de détecter si un port HTTPS est disponible, et si c'est le cas, il va automatiquement nous rediriger vers l'URL HTTPS de l'application. Le deuxième qu'on peut avoir, c'est le Use Static Files. En fait, l'idée, c'est de dire, si on héberge des fichiers statiques, des images, des fichiers JavaScript, des fichiers CSS, eh bien, c'est pas la peine qu'on exécute la suite de la requête HTTP, on va directement retourner ces fichiers. Le troisième qu'on peut retrouver, on en a déjà parlé dans le chapitre sur le MVC, c'est le routage de l'application, donc use routing. Ensuite, on peut avoir éventuellement authorization, donc qui va permettre de définir quel rôle, quelle fonctionnalité on a accès dans l'application. Et enfin, on va avoir la déclaration de nos routes, donc ça on en a déjà parlé dans le chapitre précédent. Et enfin, on va terminer cette déclaration par app.run pour démarrer notre application. Ce qui veut dire que dans tous les cas, le contenu de cette classe programme va se trouver entre cette ligne var builder webapplication.createBuilder et ce app.run. Alors un middleware, qu'est-ce que c'est? Un middleware, c'est un bout de code qui, assemblé à d'autres, va permettre de traiter les requêtes et les réponses. Chaque composant, donc chaque middleware, va pouvoir décider d'analyser la requête et de passer la main au composant suivant ou de le court-circuiter pour directement renvoyer une réponse. Par exemple ici, si j'ai une requête, elle va passer dans le premier middleware qui va être exception handler, qui va permettre de gérer les exceptions qui pourraient se produire sur notre application. Puis elle va passer la main au suivant, le middleware HSTS, qui lui va permettre d'ajouter une couche de sécurité, un en-tête HTTP de sécurité dans notre application. Ensuite, on va passer au middleware suivant, HTTPS Redirection, dont on a parlé juste avant, qui va permettre de rediriger l'application vers son URL HTTPS si jamais elle est disponible. Lui va passer la main au suivant, Use Static Files. Là, comme je le disais dans la slide juste avant, si on souhaite accéder à un fichier statique, un fichier JS, image ou CSS par exemple, on va court-circuiter le reste des traitements et on va directement renvoyer la réponse. Mais si c'est pas le cas, donc on va passer au middleware suivant, le routage de notre requête, puis au suivant, la gestion des cross-origin resource sharing, qu'on parlera plus dans la partie API, qui lui-même va passer encore au suivant pour la gestion de l'authentification, donc savoir qui est connecté sur l'application, puis des autorisations, donc savoir si la personne connectée a le droit ou pas de faire telle ou telle chose, et puis on pourrait passer dans des middleware personnalisés, donc des middleware qu'on pourrait créer nous-mêmes, dans lesquels notre requête passerait. Et ensuite, on va passer à la fin au endpoint, c'est-à-dire à notre map controller with you. Si on zoome là-dessus, à l'intérieur de ce endpoint, il va se passer un certain nombre de choses. Il va y avoir de la vérification de modèle, il va y avoir le modèle binding, il va y avoir notre code utilisateur qui se trouve donc dans notre contrôleur et dans nos vues, et il va y avoir la gestion d'exceptions, etc. Et une fois que tout ça va être traité, on va décider de renvoyer le résultat, donc un fichier, du HTML, du JSON, etc. etc. Et à la fin, comme je le disais, les middleware vont tous repasser dans l'autre sens pour constituer la réponse. Donc à tout moment, un middleware peut décider de rajouter quelque chose dans la réponse une fois que ça repasse à lui. Et à la fin, donc, on constitue notre réponse. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait injecter des services qui seraient accessibles dans le reste de l'application, notamment via de l'injection de dépendance. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Admettons que j'ai ce bout de code. J'ai un contrôleur dans lequel j'ai une action de détail et je vais instancier un accès à ma base de données pour ensuite l'utiliser et faire ce que j'ai à faire avec. Mais si j'ai besoin de faire ça
dans plusieurs actions, par exemple un create, edit, etc., eh bien je vais devoir répéter cette opération à chaque fois. Mais est-ce que c'est bien à mon contrôleur de porter cette responsabilité? Ici, le contrôleur il porte la responsabilité de créer l'objet, de le détruire lorsque j'en aurai plus besoin, et de gérer les éventuelles dépendances à l'objet. C'est-à-dire que si j'ai d'autres éléments qui sont nécessaires pour la création d'un objet, je vais devoir les gérer dans mon contrôleur. Eh bien, la réponse est non. Qu'est-ce qui se passerait si jamais mon objet venait à changer? Si jamais j'ajoutais un paramètre, par exemple, ou j'en supprimais un. Et si je veux faire des tests unitaires, comment je peux faire? Eh bien, c'est là que l'ingestion de dépendance va nous aider. Elle va nous permettre d'utiliser une interface ou une classe de base pour extraire l'implémentation des dépendances. Elle va nous permettre également d'inscrire la dépendance en tant que service dans le conteneur de service de .NET Core. Elle va nous permettre d'injecter le service en tant que dépendance dans le constructeur de la classe où il est utilisé et de déléguer au framework la responsabilité de créer un objet lorsque j'en ai besoin et d'assurer sa suppression lorsque j'en ai plus besoin. Dans la réalité, ça donne ça. Je vais avoir une ligne dans ma classe programme, builder.service.add_scoped par exemple, avec en premier paramètre l'interface de mon objet, de mon service que je veux implémenter, et en deuxième paramètre, l'implémentation concrète de ce service, donc la classe que je souhaite instancier. Tout ça, bien évidemment, avant la déclaration builder.service.addControllerWithView. Ensuite, dans mon contrôleur, je vais simplement ajouter un paramètre dans le constructeur du contrôleur. Un paramètre qui indique que j'attends ce service en tant qu'injection de dépendance. Et simplement, je vais pouvoir alimenter un attribut de ma classe et réutiliser cet attribut partout dans ma classe de contrôleur. Et ainsi, c'est pas le contrôleur qui porte la responsabilité de gérer le cycle de vie de cet objet. Alors, il existe 3 durées de vie pour une injection de dépendance. La première, ça va être transient. Là, on va créer un nouvel objet pour chaque injection de dépendance dans notre application. Et donc, ça va se matérialiser par builder.service.addTransient de l'objet que je souhaite injecter. Ça signifie que si j'ai un middleware, par exemple, qui souhaite utiliser cette injection de dépendance pour implémenter des choses, eh bien, il va l'utiliser et ce sera un objet différent qui sera injecté, par exemple, dans mon constructeur. Si je souhaite créer une injection de dépendance avec des middleware qui viennent alimenter un objet au fur et à mesure pour qu'il soit complet dans mon contrôleur, je vais pouvoir utiliser le add_scoped. Le scoped, ça veut dire qu'on va créer un seul objet pour la même requête. Donc, mon pipeline HTTP, quand on va passer dedans, il va initier l'injection de dépendance, il va créer l'objet, et ensuite, cet objet, ce sera le même jusqu'à la fin de ma requête. Et enfin, si je souhaite avoir un objet qui soit utilisé toutes les requêtes, qui maintienne un état pour toutes les requêtes, eh bien je vais pouvoir utiliser le singleton et donc faire un add singleton de mon objet. Et donc à ce moment-là, cet objet va être partagé entre toutes les requêtes de l'application. En attendant de connecter notre application à une base de données, ça peut nous permettre de maintenir justement un état, de maintenir des enregistrements dans notre application. Mais bien évidemment, à partir du moment où l'application va être arrêtée, on va perdre l'ensemble de ce qui a été stocké dedans. Et bien sûr, on n'oublie pas que toutes ces déclarations se font avant la ligne builder.service.addControllerWithView. Si je reprends ici notre application de gestion cours web, même état dans lequel on s'était arrêté juste avant, eh bien, on voit ici que je suis dans ma classe programme. Dans cette classe programme, je retrouve bien ce dont je vous ai parlé dans le cours. Le builder, avec le web application.createBuilder, suivi de builder.service.addControllerWithView. On a ensuite l'ensemble de nos déclarations de middleware, suivi du app.run. Ici, moi, ce que je souhaite faire, c'est pouvoir gérer le fait que sur mon application, je veux gérer la persistance des données. Ici, par exemple, lorsque je cliquerai sur Nouveau diplôme, cette page n'est pas implémentée, mais je vais pouvoir créer un diplôme qui sera conservé sur cette page-là. De la même manière, ici, lorsque je viendrai modifier un diplôme, eh bien, je veux que ce soit enregistré. Donc pour ça, on va commencer par créer les pages qui vont bien. Je vais aller dans mon contrôleur annuaire, ici, et dans ce contrôleur annuaire, je vais venir créer déjà l'action Create. Voilà, je vais faire un return view. Et de la même manière qu'ici, je vais reprendre ce bout de code là pour aller plus vite. Je vais l'ajouter ici. Et au lieu de l'appeler edit, je vais l'appeler create. Ce que je souhaite faire ici, c'est que au moment de la création, je vais déjà vérifier est-ce que j'ai pas déjà un diplôme qui porte ce nom-là. Donc du coup, je vais faire context.diplôme.any et je vais vérifier que le diplôme qui m'est passé en paramètre n'est pas déjà contenu dans ma liste de diplômes. Si c'est le cas, ici, je souhaite retourner une erreur. Je vais créer ici un viewBag. Erreur égale ce diplôme existe déjà. Ma vue, je vais lui passer le diplôme en question. Et si la création se passe bien, je retourne vers l'index. Ici, je vais donc créer une nouvelle vue, create, vue razor, de type create, sur le modèle diplôme, et je fais ajouter. Voilà, ma vue a été créée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement ajouter ici un petit arrobase if viewbag.error est différent de nul. À ce moment-là, je souhaite afficher ici ce diplôme. D'ailleurs, je vais afficher directement le viewbag et je vais mettre ici une classe alerte de type alerte danger. Je vais laisser les champs tels quels, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est que si ça a bien marché ici, eh bien je vais venir ajouter ce diplôme
à mon contexte, diplôme.add du diplôme. Et dans ma fonction d'edit, je vais venir faire pareil ici, et je vais dire, je vais récupérer ici un diplôme que je vais appeler diplôme existant égale contexte.diplôme. Je vais récupérer la condition que j'ai ici, si ce n'est que là, c'est pas id mais diplôme.code. Et ici, je vais dire si c'est égal à nul, moi ce que je souhaite, c'est pareil qu'ici, retourner une erreur indiquant cette fois que ce diplôme n'existe pas. Et à l'inverse, si ça se passe bien, je veux simplement faire diplôme existant.nom égale diplôme.nom et diplôme existant.niveau égale diplôme.niveau. Ici, si je fais ça, normalement, on ne devrait pas conserver les changements. Je vais mettre un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici. J'ai oublié d'ajouter la gestion de mon erreur dans ma vue edit. Copier, coller, et je lance mon application. Ici, donc, si je souhaite créer un nouveau diplôme, que je vais appeler test, technicien éditique système test, par exemple, de niveau 6, je fais create, et là, donc, mon diplôme arrive bien ici. Il va venir vérifier est-ce qu'il existe déjà, il n'existe pas déjà, et donc il va venir l'ajouter. Ce qui veut dire qu'au moment où je suis là, j'ai bien 7 diplômes désormais, dont technicien éditique système test. Mais on va se rendre compte que lorsque je vais faire F5, ce diplôme n'a pas été ajouté, il n'a pas été persisté, puisque le contexte n'est valable dans le cas de l'action de le contrôleur, donc de l'instance du contrôleur. Donc pour faire ça, en fait, on va créer un service. Pour faire ça, on va utiliser l'injection de dépendance. Et donc, je vais retourner dans ma classe programme ici, et je vais dire, là, je vais faire builder.service.add. Et alors, qu'est-ce qui correspondrait le mieux ici ? Je veux persister des données, donc est-ce que je vais utiliser du add transient? Non, puisque si je fais ça, j'aurai une injection différente à l'intérieur même de la requête. Donc c'est pas ce que je veux. Est-ce que je veux utiliser le add scoped? Non plus, puisque du coup, j'aurai un contexte qui sera le même au sein de la même requête, mais différent pour les autres requêtes. Donc ce que je vais faire ici, c'est un add singleton de type annuaire contexte, donc il va manquer un using ici que je vais faire, et ici, je vais laisser .NET se débrouiller à instancier tout seul ce contexte. Ce que je vais faire ici, c'est que dans mon contrôleur, je vais changer cette implémentation-là et je vais venir simplement lui dire, je crée un constructeur public, annuaire contrôleur, qui va prendre en paramètre, bien vu, un annuaire contexte et il me propose de l'implémenter automatiquement. Donc ici, je vais supprimer cette partie-là et ainsi, je devrais pouvoir assurer la persistance de mes données. On va vérifier ça tout de suite. Je relance mon application. Ici, si je crée un nouveau diplôme, que j'appelle test, que j'appelle technicien éditique système test, que là, je le mets en niveau 6, créer, et là, on voit que le diplôme apparaît bien ici. Ce qui veut dire qu'il a bien assuré la persistance des données grâce à l'injection de dépendance et ce add singleton. Si je souhaite modifier un des diplômes, par exemple technicien supérieur système et réseau, j'enlève ici supérieur, modifier, on voit qu'il a bien supprimé ici technicien système et réseau, il a bien supprimé le supérieur. Donc voilà, on a assuré de la persistance des données à l'aide de l'injection de dépendance. Malheureusement, si je ferme mon application et que je la relance, on va voir que les données n'ont pas été persistées et on voit qu'on est revenu dans un état initial ici, où on a bien récupéré technicien supérieur système et réseau et que notre diplôme test a disparu. Donc ça, on verra comment le résoudre lorsqu'on connectera notre application à une base de données. Revenons en cours et parlons maintenant de la gestion de la configuration. Quand on développe une application, une des premières choses auxquelles on doit penser, c'est d'externaliser ce qui peut être paramétrable dans notre application. L'idée, c'est que si on a un changement à faire et qu'on peut éviter de relivrer toute l'application, qu'on peut juste livrer un fichier de configuration par exemple, ça nous sera plus utile et ça permettrait une livraison plus légère. À l'époque, en .NET Framework, on avait des fichiers qu'on appelait des web.config pour les projets web ou app.config pour les projets autres que web. Ça ressemblait à ça. Donc quelque chose d'assez illisible. Là, on s'y retrouve pas vraiment, on a beaucoup de lignes qui veulent pas dire grand chose, et pour qu'au final, la seule information qui nous intéresse, on pourrait jouer à Où est Charlie, mais c'est celle-ci, c'est la chaîne de connexion à la base de données. C'est la seule information dans tout ce fichier qu'un développeur va réellement venir modifier. Pour pallier à ça, Microsoft a mis en place un nouveau système de configuration avec .NET Core qui est plus léger, qui va s'adapter au conteneur et qui va permettre une configuration sous forme de différents canaux, différentes sources de configuration. Parmi ces sources de configuration, on va retrouver un fichier, donc on peut créer un fichier de configuration comme le appsettings.json dont on va parler. On peut utiliser une variable d'environnement, on peut utiliser Azure Key Vault, Azure App Configuration, des arguments de la ligne de commande lorsqu'on va lancer notre application, ou encore des fournisseurs personnalisés, un fichier ini, ou encore des objets .NET en mémoire.
Ces fichiers, ils vont venir s'assembler pour créer une configuration globale de l'application. Par exemple, ici, je vais avoir un fichier appsettings.json qui va contenir 3 paramètres. Je vais avoir des variables d'environnement qui vont contenir également 3 paramètres et des arguments de ligne de commande. Et bien, ces 3 éléments de configuration vont venir s'assembler. Et il va y avoir un certain ordre qui va être appliqué dans l'assemblage pour que certains soient prioritaires par rapport à d'autres. Ici, par exemple, j'ai une clé qui s'appelle param2 et param3 qui sont tous les deux présents en variable d'environnement. Et bien, la variable d'environnement va l'emporter sur le fichier de configuration JSON. Et de la même manière que la ligne de commande pour le param3 va l'emporter sur les deux autres. La concaténation de ces 3 éléments de configuration va donner la configuration suivante pour notre application. On va donc avoir environnement égale production, on va avoir param1 égale 1, 2, 3, param2 DEF, param3 C812 et serveur égale AD22. Pour récupérer la configuration depuis notre classe programme, on va pouvoir utiliser un certain nombre de fonctions présentes dans la propriété configuration. Ici, on va pouvoir faire builder.configuration.getConnectionString mabase. Ça va nous permettre de récupérer une chaîne de connexion qui s'appelle mabase dans le fichier de configuration qu'on peut voir à droite. On va pouvoir également utiliser le getValue en précisant un type de valeur de retour, l'identifiant de la clé, donc ici qui se situe dans paramètres de point titre, et éventuellement une valeur qui va être affectée si jamais on n'arrive pas à trouver la clé en question. On va pouvoir également faire builder.configuration.getSection pour récupérer une section complète de configuration, comme ici la section paramètres. On va pouvoir même binder une section de configuration sur une classe C# pouvoir la réutiliser plus facilement dans notre application avec le point bind. Donc ici par exemple j'ai une classe appParamètres et je vais venir binder donc getSection paramètres.bind de cette instance param et donc il va venir stocker les valeurs dans cette instance de la classe. Et enfin je vais pouvoir faire de l'injection de dépendance en injectant cette classe appParamètres depuis donc la configuration, la section paramètres. Ainsi je pourrais la réutiliser dans mes contrôleurs. On peut également depuis un contrôleur récupérer la configuration en récupérant directement en paramètre de ce contrôleur via l'injection de dépendance un objet configuration. Et ensuite, je peux l'utiliser au sein de mon contrôleur, donc en faisant configuration.getValue par exemple de string pour récupérer la value de l'API DataGouv. Sur les configurations, on peut gérer des configurations par environnement. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir avoir une configuration différente par exemple en développement, en recette et en production. Ne serait-ce que pour des bases de données par exemple ou des adresses d'API. Pour ça, on va pouvoir jouer sur les noms des fichiers JSON par exemple ou des variables d'environnement. La première chose, c'est qu'on va créer un fichier JSON, par exemple, qui va porter le nom de l'environnement. Donc ici, on va avoir le appsettings.json et le appsettings.production.json. Ensuite, on va définir une variable d'environnement sur le lieu où va être hébergée l'application. ASP.NET Core Environment égale production. Donc on va prendre le même nom qu'on a dans le fichier. Et donc ensuite, il va y avoir une concaténation pour retenir toutes les clés de ces deux fichiers de configuration, avec bien sûr en priorité la déclinaison dans l'environnement en question. Donc ici, on va prendre le appsettings, auquel on va venir surcharger le appsettings.production.json. Alors si je reprends mon application ici, je souhaite ajouter l'environnement de mon application à la place ici de privacy. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon layout, le privacy il est ici, et donc je vais supprimer ce privacy. Normalement, si je fais @configuration, on va voir ce qu'il me propose, et je vois que j'ai pas l'objet configuration que moi je souhaiterais. Pour ça, en fait, il va falloir que je l'injecte également dans mes vues, faire de l'injection de dépendance. Donc pour ça, ici, je vais venir faire @using de Microsoft.extension.configuration. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir également injecter l'élément de configuration en injection de dépendance. Pour faire ça dans mes vues, je vais pouvoir utiliser ici @inject et je vais lui dire i_configuration et je vais l'appeler configuration. Je l'enregistre. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, donc j'ai bien accès maintenant à configuration, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille le créer maintenant dans mon appsettings, ce paramètre. Donc j'ouvre le appsettings et on voit d'ailleurs que par défaut, j'ai déjà une déclinaison appsettings.development.json. Donc moi dans ce appsettings ici, je vais venir créer une section que je vais appeler paramètres. Voilà, j'oublie pas de mettre une virgule ici après l'accolade. Et dans cette section paramètres, je vais créer un paramètre qui s'appelle environnement et je vais lui attribuer la valeur développement. Voilà, je retourne dans mon layout ici, j'ai toujours mon objet configuration et je vais lui dire configuration.getValue. Alors, on voit ici qu'il me propose le getValue qui est ici. Simplement, dans la syntaxe Razor, je ne peux pas utiliser ici ce getValue. Il considère que c'est une balise. Donc si je fais ça et que je lui dis paramètres de point environnement, vous voyez que ça marche pas. Ça marche pas, il ne reconnaît pas le getValue de cette manière-là. Donc je vais devoir utiliser l'autre syntaxe du getValue qui va me demander de passer en premier paramètre
de la fonction. Donc si je passe ma souris dessus, on voit, il me demande de passer en premier paramètre le type de retour de cette valeur. Donc pour ça, ici, je vais simplement lui passer typeof de string, et ainsi il a la bonne valeur. Si je lance mon application, normalement, je devrais voir apparaître développement. Ici, vous voyez, j'ai bien développement. Alors, pour illustrer le fait que ça change d'environnement, ici, on va pouvoir consulter la variable d'environnement qui est créée automatiquement lorsqu'on débug notre projet pour préciser l'environnement. Pour ça, ici, je vais aller sur propriétés de débugage. J'ai donc les différents profils de lancement de l'application. Donc, par défaut, on voit que c'est celui-ci. On a le nom qui apparaît là. On utilise gestion cours web, c'est-à-dire qu'on va utiliser le serveur web Kestrel qui est intégré à .NET, mais on pourrait très bien utiliser 2IS Express. Et la première chose qu'on voit ici, c'est qu'il crée bien une variable d'environnement qui s'appelle ASP.NET Core Environment, qui porte la valeur development. Ce qui veut dire que là, si je change et que je mets production, j'enregistre, je quitte ça, eh bien, je vais pouvoir créer ici un nouveau fichier. Je vais copier-coller celui-ci. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier qui ne va pas être en point de développement, mais en point production. Et je vais aller récupérer la section paramètres que j'ai ici, copier, je vais aller la mettre dedans, et ici je vais mettre production. Si je relance l'application, on devrait voir désormais production s'afficher. On voit bien ici production qui s'affiche. Si je rechange dans les propriétés, que je remets development, je relance l'application et on voit bien qu'il a remis développement. Donc voilà pour la gestion de la configuration. On pourrait comme ça externaliser le titre de notre application, on pourrait externaliser un certain nombre d'éléments, on va externaliser dans le prochain chapitre notre chaîne de connexion à la base de données, etc. etc. N'hésitez pas, dès que vous identifiez un élément qui est externalisable, faites-le, ça vous simplifiera la vie lorsque celui-ci sera modifié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre.